Nouvelle-Zélande-Irlande. On a vu que la Nouvelle-Zélande, les Irlandais, ils étaient pas là. D'ailleurs, les Irlandais, ils ont pas marqué un seul essai. Là, si tu débarques sur la chaîne, tu te dis, mais c'est qui ce pauvre type? Il a pas vu le match ou quoi? Il sait pas de quoi il parle. Et non, je suis pas barré, mais pas du tout barré. Tout simplement, Aki et Gibson Park qui marquent pour l'Irlande, ils sont naturalisés irlandais, mais à la base, ils sont néo-zélandais. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Mais quel match! À quel match on a assisté? C'était la folie. C'était peut-être le plus beau match que j'ai eu l'occasion de voir, tant d'un point de vue physionomie de match, que d'un point de vue suspense, que d'un point de vue spectacle, mais également et surtout d'un point de vue tactique et stratégique. Les Blacks, ils ont été magistrales là-dessus. J'ai halluciné sur tout. On a quand même assisté à 30 temps de jeu de l'équipe néo-zélandaise avant la 6e minute du match et à plus de 30 temps de jeu sur la dernière séquence en défense pour les Blacks, sur une séquence qui a duré 6 minutes. 6 minutes sans faute. Mais c'est incroyable. À mon avis, le temps de jeu effectif du match, il est au-dessus des 46 minutes de France-Irlande 2023. Et je t'avoue qu'en tant que fan de rugby, c'est ce qu'on attendait tous. Et ça fait bizarre parce que le contraste avec le quart de finale auquel on a assisté avant, juste entre les Gallois et les Argentins, mais ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas sur la même planète. Non pas que c'était des coiffeurs qui jouaient, mais c'était tout simplement pas la même intensité et pas le même rythme. Et oui, les poules de la Coupe du Monde, elles sont faites sur le classement IRB 3 ans avant la Coupe du Monde. Les Gallois, ils étaient allés en demi-finale, et ben ils se retrouvaient en tête de série. Allez, on va débriefer ce match parce qu'il y a plein de trucs à dire. J'avais pas prévu de le faire, mais avec mon monteur, avec Mathieu, on s'est appelé, on s'est dit ok, on va se l'envoyer ce match-là, parce que demain il y a la France qui joue et après ça sera périmé. Et donc on s'est dit allez vas-y, on se le fait de nuit. Donc c'est pas prévu, c'est une analyse qui est vraiment à chaud. Vous êtes nombreux à regarder les analyses et c'est vraiment super. On a dépassé ce que je vous dis, les 50 000 abonnés et moi ça me rend juste, en fait ça me fait trop bizarre. Merci à tous, mais vous êtes encore nombreux à regarder sans lâcher votre pouce bleu ou sans mettre une petite cloche et un abonnement. Faites-le, franchement je vous assure, c'est gratuit et ça peut que aider à développer la chaîne. Les matchs de phase finale, ils sont souvent tendus. Les joueurs, évidemment, ils attendent ça depuis longtemps. Les Néo-Zélandais, les Irlandais, ça fait 2 ans qu'ils pensent à ces matchs de phase finale. Et donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de tension, et notamment entre ces deux équipes, sur lequel il y a quand même un petit contentieux, puisque les Irlandais sont allés gagner 2 fois sur une série de 3 tests matchs en Nouvelle-Zélande, et les Néo-Zélandais, c'est évidemment un drame national si tu perds 2 matchs à la maison. Et le match, il commence de façon assez particulière, avec 2 passes à rebond ou qui sont mal calibrées de la part des Blacks, et 2 jeux au pied dévissés. En 2 minutes, ça fait beaucoup. Et là, tu te dis, est-ce qu'on va assister au même match qu'on a assisté avant, avec peu de rythme, beaucoup de fautes, etc. Et là, c'est parti sur une séquence incroyable qui dure pendant 4 ou 5 minutes avec 30 temps de jeu des Blacks qui terminent par 3 points. L'enjeu, quand tu joues les Irlandais, il est double. C'est de contrer leur système de jeu, et pour contrer leur système de jeu, il faut que tu arrives absolument à ralentir leur sortie de balle parce qu'ils sont très forts sur le jeu au sol. Et dès que tu vas avoir des libérations rapides, tu vas avoir des joueurs qui arrivent avec énormément de vitesse dans des couloirs de course. C'est juste horrible à défendre. Et le système, il est très très bien rodé, c'est très beau quand ils le pratiquent les Irlandais, mais c'est un avantage comme un inconvénient. Tu sais exactement ce qu'ils vont faire et la façon dont ils jouent. Mais l'avantage, c'est que le porteur de balle, il a toujours plein d'options, des options à hauteur, des options dans le dos. T'as 1-2 joueurs à qui peut donner le ballon, entre les mecs, etc. Alors comment est-ce que la Nouvelle-Zélande, elle a fait pour les charcuter à l'instar des Box, pour les empêcher de franchir? Parce que les Box, moi je le dis et je le répète, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, ils les avaient quand même défoncés stratégiquement, les Irlandais. Même s'ils perdent le match, ils peuvent tout aussi bien le gagner. Évidemment, les Irlandais, ils avaient été très bons défensivement, parce que pour battre les Box, t'as besoin de bien jouer si tu veux battre les champions du monde. Mais en revanche, ils n'avaient pas pu produire leur système de jeu. Et ouais, est-ce que tu as une séquence sur le match contre les Box où ils sont capables de faire un aller-retour avec le ballon, les Irlandais? Je crois qu'ils n'enchaînent pas plus de 3 ou 4 passes maximum sur une séquence. Sur ce match, le fait qui pour moi est très intéressant et marquant, c'est que Wayne Barnes, qui a fait une partie remarquable, il a magistralement arbitré. À la 20e seconde, il met une pénalité contre les Irlandais pour une faute sur du jeu au sol. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'avec les Irlandais, on se pose toujours la question, quel va être le seuil de tolérance de l'arbitre justement sur ces phases de jeu au sol et de combat, sur lequel on a quand même l'impression que les Irlandais sont très forts, mais qu'ils arrivent avec des attitudes qui sont plus ou moins correctes et plus ou moins licites en fonction des moments. Et Wayne Barnes, il a été très très bon sur ce secteur de jeu. Il n'a rien laissé aux Irlandais, et les Néo-Zélandais, ils ont eu cette faculté à contester des ballons et à ralentir les sorties de balles irlandaises. Tu le sais, si tu réussis à ralentir les sorties de balles sur les rucks, c'est beaucoup plus difficile de créer des décalages sur les extérieurs puisque ta défense a le temps de circuler pour se remettre à l'équilibre. Les Néo-Zélandais, ils sont venus mettre une guerre énorme du coup au sol, et ils ont fait quelque chose qui, moi, m'a paru en tout cas pas normal et que j'avais pas du tout l'habitude de voir. En fait, soit c'est moi qui n'ai
et ne fait pas attention sur les matchs, ou soit c'est quelque chose qu'ils avaient stratégiquement planifié et qui a fonctionné. Il y a plusieurs fois dans le match où ils viennent contester les rucks à deux. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour moi, puisque normalement, quand tu as un joueur qui passe au sol, tu as un joueur qui peut tenter de poser ses mains sur la gonfle pour ralentir la sortie, pour tenter le contest, etc. Mais ce joueur est souvent clairement identifié, les autres, ils se remettent à l'équilibre, ils circulent. Et là, sur plusieurs séquences, tu vois que il y a deux Néo-Zélandais qui plongent pour venir mettre leurs mains sur le ballon. Et ça, c'est anormal. Et en réalité, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque je pense que c'est quelque chose qui est voulu, il n'y a rien qui est laissé au hasard à ce niveau-là. Et quand tu as des soutiens offensifs qui vont devoir faire un choix, puisque même si les Irlandais, tu as l'impression qu'ils plongent, ils essayent quand même de ne pas arriver la première dans la tête de l'autre, sinon ils prennent un carton rouge. Et donc tu dois identifier la zone que tu vas attaquer et comment tu vas sortir le soutien défensif qui vient tenter de contester. Sauf que quand tu as 4 bras qui viennent pour contester, si tu as 2 soutiens offensifs, tu te retrouves sur du 1-1 pour venir sortir les mecs. Et je pense que c'est compliqué quand t'es soutien offensif de te dire mince, il y en a 2 qui sont au contest, lequel va réellement poser ses mains sur le ballon, lequel va juste gêner et te ralentir. Et donc il récupère quand même pas mal de pénalités là-dessus. Et au-delà de ces joueurs qui arrivaient à 2 sur les contests, à chaque fois qu'il y en a un qui est venu contester, c'est venu très très vite au contest. Ça a fait tomber les joueurs très très rapidement et c'est venu attaquer très vite le ballon au sol. Et ça, ça a été une des grosses forces de la Nouvelle-Zélande sur le match. Mais comme nous, la France, quand on joue, c'est une de nos grosses forces. Les Néo-Zélandais, je les attendais pas à ce niveau, de ralentir les ballons et de venir contester. Mais tu peux pas le faire à chaque fois. Et là où ils ont été très bons, les Néo-Zélandais, ça a été sur cette capacité à alterner ces phases de contest où tu viens ralentir le ballon ou contester les ballons, ou ces phases où tu ne consommes personne dans les rucks. Pourquoi est-ce que c'est important? Puisque les Irlandais, ils ont un système de jeu où tu multiplies les séquences, et donc cette capacité à alterner les phases de contest, si tu sais que le contest n'est pas possible ou que tu vas le perdre, à ne pas te consommer et circuler pour temporiser et contenir en fait ce système de jeu irlandais. On le voit notamment sur la dernière séquence irlandaise où ils tiennent le ballon pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes, les Irlandais ont le ballon et il n'y a pas de faute dans les rucks, il n'y a pas de faute en défense, et les Néo-Zélandais, même s'ils concèdent du terrain, ils en gagnent, ils en concèdent, mais ils arrivent à contenir les Irlandais sans se mettre à la faute. Honnêtement, c'est tout simplement monstrueux. Et leur stratégie défensive, elle m'a tout simplement rappelé celle de la France en 2022, quand on bat l'Irlande, c'était 15-13 il me semble, où on avait cette faculté à contrôler, c'est-à-dire que tu laisses les Irlandais animer, tu gagnes un petit peu de terrain, puis derrière tu plantes tes appuis au sol tant que le porteur du ballon irlandais n'a pas fait son choix. Quand il fait le choix, là tu peux décider d'engager le plaquage, la montée ou le fait de coulisser. Et donc tu temporises. Et bien qu'en défense tu cherches en permanence à gagner du terrain, parce que c'est le but de la défense, tu cherches à faire reculer l'attaque, à la mettre sous pression, mais quand tu joues une équipe irlandaise qui a un système où les mecs ils vont arriver avec énormément de vitesse, t'as des avions de chasse qui arrivent avec le porteur de balle qui a plein d'options, c'est difficile de gagner du terrain, parce que si tu gagnes du terrain, potentiellement tu peux te livrer. Donc là t'as 2 options, soit tu défends comme les box en te disant mais Nick, on monte et on y va, on va cartonner les mecs le plus haut possible, et puis si on le rate, il y a des mecs qui vont compenser dans le dos, et tu te dis que le gain que tu auras si tu arrives à cartonner le mec dans son camp, tu vas contre-rucker, et en plus tu mets une grosse pression au porteur du ballon qui lui aura moins de temps pour effectuer son choix, sa lecture et jouer sur le bon mec, ou alors tu temporises et en fait t'attends le plus longtemps possible que le porteur du ballon fasse son choix avant de décaler ou d'engager le plaquage. Et dans cette capacité de contrôle, là où ils ont été encore plus forts, c'est que le système irlandais, au bout d'un moment, tout le monde le connaît. C'est-à-dire que moi je le présente dans une vidéo pour les membres là, mais tout le monde connaît ce système irlandais. Tu sais les patterns qu'ils vont avoir en attaque, et les Blacks, je les ai trouvés très bons dans l'anticipation du choix du porteur du ballon. À mon avis, ils avaient vraiment bien étudié leur sujet, où ils savaient que dans telle zone, les Irlandais allaient privilégier telle sortie dans leur pattern, et à plusieurs moments, on a 2 Blacks qui viennent sortir pour pesquer le mec qui va réceptionner le ballon au moment où il attrape le ballon. Paf! Il prend 2 plaquages offensifs, ou un énorme plaquage. Et là-dessus, ça a été une démonstration, parce qu'ils ont alterné du coup ces phases de contest, on ralentit, on vient attaquer à 2 le mec au sol, ces phases de contrôle où, vas-y, déplace le ballon, fais ce que tu veux, nous on est en contrôle, et ces phases où quand t'es très proche et que tu sais qu'il va y avoir une passe, tu anticipes quel va être le réceptionneur pour venir le coffrer à 2. Après, quand tu fonctionnes comme ça veut dire aussi que tu as moins de monde sur les extérieurs et tu vas attendre le choix du porteur du ballon pour décaler ta ligne. Et c'est là où l'Irlande, elle a tenté de s'adapter en seconde mi-temps en envoyant des doubles ou triples sautés. Je sais pas si tu vois ce dont je parle. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser tes patterns d'attaque avec tes joueurs à hauteur dans le dos, etc., tu lopes tout le monde et tu vas sur les extérieurs. Mais ça amène notamment à une interception
de Smith. Et là, c'est qui tout double. C'est-à-dire que si Smith, il intercepte pas le ballon, je pense que ça va au bout. Smith, il intercepte le ballon, pas de chance. Après, je vous avoue que j'ai eu un poil de mal avec la stratégie irlandaise. T'es en quart de finale, ok, t'es première nation mondiale, ok, t'as roulé sur tout le monde, mais t'es pas champion du monde, t'as jamais dépassé l'écart. Et je pense qu'ils ont eu peut-être ce péché d'orgueil en se disant on a beaucoup de force devant, on est très à l'aise sur les ballons portés. Et comme ce qu'ils avaient fait contre les Bucks, où ils décident de prendre la pénale touche alors que le match est serré, le score n'est pas fait, et ils se font contrer en touche. Et là, à la 20e minute, il y a quand même 13-0 pour les Blacks, et sur le coup d'envoi irlandais, les Blacks se font pénaliser. En début de match, à 3-0, les Irlandais, ils avaient une pénalité, ils décident de prendre la pénale touche. Ils n'arrivent pas à scorer. Ce choix de la pénale touche ou des points, il est souvent dicté par plusieurs choses. Tu vas avoir l'état d'esprit de l'équipe, la stratégie que tu as mis en place avant, où tu te dis, ok, pendant les 20 premières minutes, si on a l'occasion dans telle zone, on va prendre des pénales touches, mais tu as aussi la physionomie du match et l'état d'esprit des mecs sur le terrain. Si tu sens que tu es dominateur ou que l'adversaire a un carton, tu peux te permettre d'aller en touche. Mais attention au péché d'orgueil, c'est comme l'Australie sur leur match contre les Gallois. Le match est serré, il n'est pas fait, ils décident sur une pénalité facile d'aller en touche pour marquer un essai, au lieu de prendre les points. Et derrière, ils prennent 35 points contre les Gallois, ce qui m'a coûté mes cheveux d'ailleurs. Eh bien, à 13-0, ils décident de recoller au score. Et en revanche, à la 36e minute, Aaron Smith prend un carton et là, il décide d'aller en touche. Ce qui en revanche, là pour moi, est un choix plus logique. Ils auraient pu basculer à 13-6, mais ils décident d'aller en touche. Et c'est particulier parce qu'ils sont menés 18-10 à ce moment-là. Ils sont pas particulièrement dominateurs devant, mais ils y vont. Ils arrivent pas à scorer, deuxième pénalité, et là, sur la deuxième pénalité, rebelote, ils vont en touche. Et c'est à ce moment-là où je me pose la question de la stratégie pour les Irlandais. Est-ce que ce choix, il est dicté par le carton jaune de Aaron Smith, ou est-ce qu'ils souhaitent rester au contact des Néo-Zélandais? Ils décident de pas prendre 3 points qui sont faciles à prendre, ils décident d'aller en pénal touche. C'est un choix de battant, et c'est les numéros 1 mondiaux qui font ce choix-là, alors qu'ils ont jamais dépassé les quarts de finale. Et là, ils scorent sur le ballon porté, en attaquant à partir de ballon porté, je sais plus si c'est un peel-off ou pas, avec le 9 qui peut y aller en marchant. C'est Gibson Park, il y va en marchant, il aplatit. Bah ouais, le 9 adverse n'est pas là. Comme je le dis souvent, attaquer sur ballon porté, c'est des processus décisionnels que tu vas faire où tu prends des informations sur des zones en fonction de la disposition des défenseurs. Il y a un défenseur qui n'est mal positionné ou qui est en retard et tu le sanctionnes. Et quoi qu'il arrive, quand tu listes les processus décisionnels, l'espace il est à un endroit. Il est obligatoirement à un endroit. Mais la question c'est, pour amener le ballon à cet endroit, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont essayer de prendre de l'avance pour rattraper le retard qu'ils ont en défense et tu vas pouvoir les sanctionner. Pour les entraîneurs qui sont intéressés par les processus décisionnels sur les ballons portés, sur des micro-attaques, sur des attitudes au contact, j'ai fait une étude de 2 ans que là je commence à formaliser et mettre en ligne. Il y a un truc qui s'appelle souscrire à la chaîne avec contenu pour les experts, je crois que j'ai appelé ça. Et je parle tout ça, c'est des vidéos qui sont longues, qui sont très techniques, etc. mais qui sont très intéressantes si tu veux progresser ou avoir des pistes de réflexion en tant qu'entraîneur de rugby ou même simple amateur ou simplement si tu veux me soutenir. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette bataille sur le positionnement des neufs sur touche, elle est très importante. Puis on en reparlera tout à l'heure sur les jeux au pied des Néo-Zélandais, mais à la 44e minute, les Irlandais, ils ont une touche. Aaron Smith, il est toujours pas là. Sur la touche, normalement, ton neuf va rester dans le couloir des 5 mètres. Et là, les Irlandais décident de prendre le centre du terrain, et comme Aaron Smith est censé ne pas être là, Gibson Park repart sur une transversale au pied pour attaquer cette zone où le neuf est censé être. Et les Blacks, ils ont été mais vraiment énormes en défense. 88% de plaquage réussi. Comme les Irlandais, tu me diras, ils sont à 88 aussi. À la différence que les Blacks, ils ont fait 230 plaquages et que les Irlandais, ils en font 153. 159, pardon. Et ils tournent à 10 pénalités contre les Blacks et 10 pénalités contre les Irlandais. C'est-à-dire qu'avec un delta de 70 plaquages, tu ne te fais pas plus pénaliser. C'est hallucinant. Ils ont été capables de défendre de manière ultra efficace sans se mettre à la faute. Franchement, c'est magistral. Et les Irlandais, pourtant, ils ont fait preuve d'une force collective, ils auraient pu y arriver. Mais c'est pas passé ce soir. À la 63e minute, ils nous la font sentir cette force. Parce que 10 minutes plus tôt, les Blacks, ils break sur un lancement de jeu avec une connexion qui se fait mal entre le verrouilleur de la touche et le premier défenseur. Et ils scorent en intention sur un lancement de jeu. Et là, il y a 25-17. Sexton rate une pénalité qui est facile, qui est dans ses cordes, qu'il a pas dû souvent rater dans sa carrière. Mais celle-là, il la rate. Et donc, à la 63e minute, ils ont une pénalité. Ils pourraient décider de recoller avec 3 points. Et non, ils décident de retourner en touche. Et là, ils marquent un essai sur ballon porté. Essai de pénalité, carton jaune pour les Blacks. Et ils reviennent à 24-25. C'est ça qu'on attendait comme match. 2 équipes avec une force de caractère, avec des rebondissements dans le match et du jeu. Et là où pour moi la Nouvelle-Zélande a été plus forte qu'en défense, ça a été en attaque sur le jeu au pied. Alors oui, il y a le 50-22 qui est trouvé, mais au-delà de ça, c'est sur le fait d'attaquer le R2. Ils l'ont fait peu de fois, mais ils ont été ultra efficaces. Ils avaient notamment identifié le second rideau dans le camp irlandais, mais ça c'est normal, puisque dès que tu vas être dans ton camp, généralement le 9 est dans le R1, et surtout, tu identifies à quel moment tu vas pouvoir attaquer ce R2.
En réalité, il y a des moments où c'est indéfendable pour le 9, notamment surtout, je te dis, il doit rester dans le couloir des 5 mètres et tu sais qu'il ne sera pas là dans le second rideau. Ou alors, il y a d'autres options qui se font généralement, c'est quand tu balayes une fois le terrain de la gauche vers la droite, tu sais que le 9 va venir à un moment combler une brèche dans le premier rideau, ou alors que il va faire son aller-retour en courant et il n'aura pas forcément la lucidité, il va prendre un petit temps de retard et tu viens sanctionner. Et là, chez les Blacks, c'est allé très vite. À la 30e minute, on a une contre-attaque du troisième rideau de la part des Néo-Zélandais. Il y a Gibson Park qui vient fermer en premier rideau. Monga, il voit ça, il y a un temps de jeu et Monga, bam, petit jeu au pied par-dessus, sanction immédiate. Gibson Park qui vient fermer sur le premier rideau, tu joues au pied par-dessus. Et à la 18e, sur le premier essai Black, c'est exactement pareil. Tout part d'une touche pour les Blacks. Et ouais, on en revient à la position du 9 au début de l'action. Regarde, là il est dans le couloir des 5 mètres au début de l'action, le 9. Sur la touche, les Blacks ils décident de prendre le centre du terrain et ils te montent un jeu au pied dans la boîte pour jouer le contest dans les 22 au centre du terrain. Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'ils utilisent régulièrement dans les 22 mètres adverses. Ils ont des joueurs qui sont aériens. Si c'est du 50-50 le duel aérien, pourquoi pas récupérer le ballon à 5 mètres de la ligne en foutant tous les autres joueurs qui défendent devant le porteur du ballon. Mais là, t'as Lowe qui fait un arrêt de volée. Jeu au pied, d'occupation. Il avait envie d'engager une partie de ping-pong. Sauf que, le lancement part de la touche et donc on a le 9 qui est resté dans le couloir des 5 mètres puisque tout ça c'est allé très vite. Et donc il n'y a personne dans le second rideau. Et pouf, jeu au pied par-dessus. De passe, essai. Ça a l'air tellement facile le rugby quand c'est joué de cette manière. Et l'Irlande, elle a été extrêmement forte, mais les Blacks, je les ai vraiment trouvés un ton au-dessus. Rien à dire. Dis-toi bien qu'ils jouent pendant 20 minutes à 14 contre 15 sur un quart de finale de Coupe du Monde et t'as pas l'impression qu'ils sont plus handicapés que ça. Je vous l'ai dit, là, c'est une analyse qui est un petit peu à chaud parce que pour analyser un match comme ça, quand je vous dis que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu, je pense sincèrement que c'est le genre de match, moi j'ai besoin de le visionner 4 ou 5 fois pour vraiment comprendre tous les détails, comment est-ce que ça s'est joué sur certains lancements, sur certaines phases, faire plus attention encore dans la précision de stratégiquement et tactiquement ce que les équipes avaient prévu, sauf que là j'ai pas le temps de le revisionner parce que demain on embraye directement en fait sur le match de l'équipe de France qui nous intéresse tous, et donc normalement je vous ponds le match avec Mathieu le monteur pour lundi matin. Donc si vous n'êtes pas abonné, pense à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager à tes potes parce que ça coûte vraiment rien et ça fait monter les stats de la chaîne, il y a plus de recommandations, etc. Et puis on se voit au clubhouse du Damary Rugby Club. Allez, topette l'ami.